Bien, bonjour à tous. Bien, nous sommes le 17 novembre et l'année avance, bien sûr. Dans un mois, nous sommes dans la période annuelle, mais on va savoir si c'est Noël. Pour l'instant, on est avec vous jusqu'à 14h. On va recevoir dans l'ordre Sylvia Chamougon-Anno. Bonjour. Bonjour, monsieur Zandronis. Elle est conseillère municipale de Bémao, vice-présidente de Cap Excellence en charge du numérique et des nouvelles technologies. Ensuite, un peu plus tard, nous recevons Pierre Chadouille. C'est un artiste peintre qui fera une exposition qui commence normalement, qui devait commencer la semaine dernière, mais qui commencera dans 2 jours. Et puis nous irons en Haïti, puisque le 18 novembre, on ne le savait peut-être pas, mais c'était la bataille de Vertières en Haïti. Et c'est une date importante pour les Haïtiens, puisque l'armée française a été défaite là-bas, l'armée de Napoléon. Et donc les Haïtiens célèbrent ce jour-là avec Lydie Alexandre en direct de Port-au-Prince, on parlera de ça. Et puis à la fin de notre édition, Luc Renette, justement, viendra parler de cette manifestation qui aura lieu demain, manifestation qui se fera à la DARS, justement, pour parler premièrement de la mort de Charles-Henri Salin, c'était ce jeune Guadeloupéen assassiné il y a déjà plus de 20 ans, et aussi de cette bataille de Vertières. Voilà un peu le programme. Sur le fond de l'information, mobilisation des parents d'élèves, là c'est au Gosier, glissement de terrain à Petit-Beau, une maison a pratiquement disparu, et puis le Covid, séance de mobilisation et de manipulation pour les gestes barrières, mais cette fois-ci, là, le CECAS de Mornalo qui a organisé ça, et puis des petits cadeaux offerts par le Parc national, et puis on terminera si on a le temps avec la grève des sabliers, le GTG a mis le paquet. Voilà, notre sommet, on vous remercie d'être avec nous en direct de Canal 10, en direct de Radio Haute Tension et de C10 FM, et puis aussi sur le Facebook Live. Si vous ratez l'édition, vous pouvez prendre sur le Facebook ce soir avec nous. Alors, je vous disais que nous recevons Sylvie Chamougon-Anno. Elle a un nom qu'on connaît beaucoup à Bémao. Je sais qu'il y a beaucoup de gens de Bémao qui nous regardent en ce moment. Elle est conseillère municipale de Bémao. Elle est dans l'opposition, vice-présidente de Cap Excellence aussi, en charge du numérique et des nouvelles technologies. Sylvie Chamougon-Anno, c'est difficile d'être dans l'opposition à Bémao? Alors, je vous dirais que être dans l'opposition, ça peut ne pas être difficile lorsque vous avez une municipalité en place qui respecte les droits de l'opposition. Et force est de constater qu'il n'en est rien. C'est la raison pour laquelle nous avons, mon équipe et moi-même, nous sommes soudés et nous avons porté différentes affaires, différentes délibérations devant le tribunal administratif et devant le contrôle de légalité, parce que cette majorité qui est en place depuis 20 ans, eh bien, a acquis de mauvaises manières, je dirais, et ne respecte pas les droits de l'opposition. Par exemple, je vous donne juste un exemple. Oui. Comment expliquer, et c'est dans le Code général des collectivités territoriales, une opposition à droit pour pouvoir exercer librement son mandat, parce que je rappelle que nous représentons une partie des Bémaotiens, eh bien, est droit à un local mis à disposition. Cela fait des mois que nous demandons cela et ça n'a jamais été suivi des faits. Bon, ça n'aboutit pas, la demande n'aboutit pas? Non, ça n'aboutit pas. Oui, mais on vous donne des explications ou bien simplement? On vous dit c'est à l'étude. Ah, d'accord. Alors, combien de temps on doit attendre pour que juste un local soit mis à la disposition de l'opposition afin que cette opposition puisse exercer son mandat correctement? Il y a plusieurs choses. Nous avons aussi introduit un recours devant le tribunal administratif parce que apparemment c'est ce que cette majorité en place comprend, puisque lorsqu'elle est obligée par la justice de respecter cette législation, nous avons introduit un recours devant le tribunal administratif pour faire en sorte que les délibérations soient suffisamment remplies pour que nous puissions prendre des décisions avec toutes les informations qui nous sont nécessaires. Je prends juste un exemple. Pour ce qui concerne les subventions aux associations, la législation nous demande à ce que ce soit rempli et qu'il y ait des propositions de montants accordés aux associations et pour quel objectif. Alors, en général, ça n'était jamais fait. On nous envoyait des tableaux vides. Et alors, comment prendre des décisions si vous avez des tableaux qui sont vides? Alors, Sylvie, est-ce qu'on peut pas, on n'a pas envie de dire que vous êtes l'emmerdeuse de Bémao? Je pose la question comme ça. Oui, si vous voulez, mais si l'emmerdeuse veut dire que l'on fasse respecter les droits des citoyens, je veux bien être l'emmerdeuse. Oui. En tout état de cause, ce que je veux dire au Bémaotiens, c'est que je veux que qu'il y ait le respect des citoyens. Je veux que
la parole des Bémaotiens soit respectée. Et avec mon équipe, nous sommes là pour faire respecter les intérêts des Bémaotiens. Alors, quitte à être l'emmerdeuse, vous l'assumez? Je l'assume totalement. Alors, autre question un petit peu plus historique. Est-ce que vous avez grandi à Bémao? Votre père a été maire pendant votre père, votre mère, vos parents, enfin, on peut dire, ont été maires successivement à Bémao. Est-ce que vous avez le sentiment que la commune a avancé, la ville de Bémao a avancé au cours des 20 dernières années? Du point de vue de son équipement, du point de vue du fonctionnement, en dehors de la mairie, je veux dire, de Jarry, enfin, il y a beaucoup de choses quand même qui se sont faites à Bémao. Plusieurs points que je vais vous répondre en plusieurs points. Bémao est considérée comme étant la ville la plus, on va dire, riche, entre guillemets, de la Guadeloupe. Et donc, en vertu de ce statut, je pense qu'il aurait fallu que la ville déjà soit plus propre, déjà. Puisque dans les campagnes, moi j'habite dans la campagne de Bémao, et je vous assure que nous avons beaucoup de problèmes du quotidien, notamment le ramassage des ordures. Nous avons aussi beaucoup de problèmes pour le fauchage, et ce qui entraîne une insécurité lorsque nous prenons les voitures pour pouvoir circuler et puis en matière que ce soit fluide. Donc nous avons des problèmes. Donc une commune qui est considérée comme étant la plus riche, je pense qu'il aurait fallu faire mieux que ça. Jarry, par exemple. Jarry qui est le poumon économique de la Guadeloupe. Eh bien, nous voyons que, alors ces dernièrement, on voit quelques petits aménagements, oui, mais ça fait longtemps que Jarry est engorgé. Depuis combien de temps? Qu'est-ce qui a été fait pour désengorger Jarry? Vous et moi, moi je travaille à Jarry, et dès lors qu'il y a une petite pluie, eh bien, c'est engorgé de partout. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire de votre point de vue? Quelle serait votre proposition? Imaginez que vous étiez maire aujourd'hui, aux dernières municipales, vous aviez été nommé maire. Qu'est-ce que vous auriez fait à Jarry, par exemple? Lors de la campagne des municipales, nous avions fait des propositions. J'ai lu vos... Par exemple, par exemple, nous avions dit que nous allions puisque nous sommes dans la communauté d'agglomération Cap Excellence, nous avons dit que nous allions prendre à bras le corps le désengorgement de Jarry, faire en sorte que nous puissions circuler de façon correcte à Jarry. Ça veut dire prendre de plus sur la mangrove, par exemple? Ah non, surtout pas. Alors, je pose la question. Surtout pas parce que... Étant les routes de Jarry, il n'y a plus tellement d'espace. Oui, il y a la possibilité de faire en sorte que, avec ce qui est déjà existant... Sauf une route souterraine. Non, de faire en sorte de dédoubler les voies, mais sur l'existant. Parce que bien évidemment, alors là, il est hors de question de pouvoir encore, puisque ça a été fait pendant beaucoup d'années, de rogner sur la mangrove. Je pense que vous vous rappelez que je m'étais insurgée contre le projet de circuit supermotard dans la mangrove. Donc bien évidemment, il n'est pas question... Vous êtes un peu écolo. Pas un peu. Je suis écolo, mais il faut être clair. Hein. Écolo, mais il faut pouvoir allier le développement économique avec le développement durable, bien évidemment. Oui. Alors, globalement, quand même, on a vu des aspects négatifs. Est-ce qu'il y a des aspects positifs, quand même, à Bémao? Je dirais que... Honnêtement, oui, sincèrement. Alors, très sincèrement. Parce que vous êtes bémaotienne quand même. Je suis bémaotienne profondément. Oui. Bon. Pour les bémaotiens qui nous regardent, je suis née au 17 rue de la République. Ah bon, mais d'accord. Voilà. Donc, la maison est encore là. La maison est encore là. Donc, très clairement, je dirais qu'il aurait fallu faire mieux. Il y a des choses qui ont été faites, bien sûr, mais il aurait fallu faire mieux. Par exemple, je vous donne juste un exemple. Il y a eu récemment l'espace public numérique qui a été construit à Bémao. Donc ça, c'est une bonne chose. Vous me disiez qu'est-ce qui a été fait de positif. Sauf que cet espace public numérique, en quoi il accueille les Bémaotiens? En quoi il est structurant? En fait, on a posé un équipement qui est beau, certes, mais qui n'est pas fonctionnel. Il ne l'est pas encore, mais il va le devenir probablement. Ça fait plus d'un an et demi, monsieur Zandronis. Oui, non, je sais, mais je vous donne un autre exemple pour terminer la discussion, si vous voulez bien. Le nouveau CCAS, c'est un très bel immeuble. Je n'en disconviens pas. Pour autant, est-ce que les personnes qui y sont accueillies, parce qu'en fait le CCAS, c'est pour pouvoir faire preuve de solidarité, pour que les Bémaotiens s'y sentent accueillis, eh bien, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les Bémaotiens qui y vont ne sont pas accueillis correctement, premièrement, et ne trouvent pas suffisamment d'appui
pour pouvoir leur sortir des mauvaises passes. Vous savez tous que nous traversons un contexte sanitaire vraiment déplorable. Contexte sanitaire, contexte économique. Il y a des personnes, nous avons aussi des chiffres qui prouvent qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées, dont le statut social a eu beaucoup de... Ils ont de plus en plus de difficultés. Eh bien, ce sont ces personnes-là qu'il faut accueillir. Et le nouveau CECAS, qui est un très bel immeuble, c'est un point positif. Eh bien, le problème, c'est que nous n'avons pas la possibilité aujourd'hui d'accueillir ces personnes qui tombent dans la pauvreté. Alors, vous êtes en charge du numérique et des nouvelles technologies, donc vous appréciez Audacia quand même. Ah oui, bien sûr, et totalement. Et Audacia qui fait partie de qui est rentré dans le giron de Cap Excellence, dans le cadre de la commission que j'ai l'honneur de présider. Eh bien, Audacia, il fait partie totalement. Au contraire, justement, j'accueille avec beaucoup d'intérêt Audacia, mais aussi nous avons d'autres projets que nous allons mettre en œuvre dans le cadre de la commission que je porte pour faire en sorte de désenclaver notre territoire Cap Excellence, donc Abim, Bemao, Pointe-à-Pitre, dans le cadre du numérique et des nouvelles technologies. Alors, j'imagine que vous deviez être partisane à ce que Bemao rentre dans Cap Excellence, parce que je sais qu'il y a une petite polémique au début. Beaucoup de Bémarossiens, y compris le maire et d'autres personnes, n'étaient pas très favorables à cette, j'ai envie de dire, cette entrée de Bemao dans Cap Excellence. Disons que Bemao ne veut pas alimenter Pointe-à-Pitre, ne veut pas dépenser son argent pour des communes qui sont pauvres en parlant de Pointe-à-Pitre, bien sûr. Vous savez, ce que je dirais, c'est que c'est triste d'avoir fait autant de polémiques pour après y arriver sans avoir la maîtrise de son entrée, justement. Il aurait fallu entrer alors que tout le monde y entrait, mais en négociant. Nous sommes rentrés les derniers. Oui. Et comme on dit chez nous... Mais les derniers sont les premiers, quelquefois. Comme on dit chez nous, bœuf derrière qu'à boire de l'eau sale. Oui. Clairement. D'accord. Il faut être clair. Nous sommes rentrés à Cap Excellence en 2013, et donc effectivement en 2014. Et nous sommes rentrés les derniers. Et donc, nous n'avons pas été parmi les créateurs pour pouvoir impulser cet esprit communautaire, parce que nous n'avions pas l'esprit communautaire et surtout, nous avions d'autres projets. En tout cas, ceux qui nous gouvernaient à l'époque avaient d'autres projets, notamment devenir député de la 3e circonscription. C'est la raison pour laquelle Bemao n'est pas rentré à Cap Excellence. Et nous constatons aujourd'hui, nous sommes en train, alors aujourd'hui, avec cette nouvelle mandature, nous pouvons rattraper le temps perdu, mais que de temps perdu. Que de temps perdu pour les intérêts uniquement d'une seule personne. Alors, on va parler tout à l'heure des élections, mais avant ça, je voulais parler avec vous de politique, puisque aux dernières élections, vous avez été soutenu par Victorin Lurel. Oui. Et j'ai constaté aussi que votre bonne amie de Basse-Terre, Mme Petro, elle est chez les socialistes. Ça veut dire qu'il y a une espèce d'alliance qui se fait entre la droite et les socialistes, ou c'est uniquement ponctuel et électoraliste? Alors, j'ai eu l'occasion de le dire très clairement lors des élections municipales. Nous avons eu le soutien du Parti socialiste et notamment de Victorin Lurel avec le parti. Parce que j'ai demandé... C'est vous qui avez réclamé ou c'est lui qui s'est proposé? Alors très clairement, j'ai demandé qu'il y ait le plus large rassemblement. Oui. Parce qu'après 20 ans, nous constatons que nous avions une municipalité qui était sclérosée. Donc j'ai demandé qu'il y ait le plus large rassemblement possible et je l'assume. Sachez, M. Zandronis, que j'assume tous les actes que je pose. D'accord. Et j'assume très clairement ce soutien. Et il a été fait, il a été clairement expliqué. Donc je pense que les Bémaossiens n'ont pas... Mais fondamentalement, vous avez quand même changé politiquement. Vous avez évolué un peu de la droite que vous étiez vers, je sais pas, vers une petite gauche rose. Vous êtes en rose en plus. Il s'agissait pour les élections municipales d'avoir le plus large rassemblement pour que toutes les compétences soient mises au secours de Bemao. C'est ce dont il s'agissait. Donc il ne s'agit pas d'une alliance, il s'agit d'une alliance pour... Pas d'une fusion, il s'agit d'une alliance, mais pas d'une fusion. Donc vous restez sur vos positions politiques aujourd'hui? Vous savez, moi je suis pour l'intérêt des Bémaossiens. Après, je peux discuter. Je discute avec tous ceux qui veulent bien discuter. Et dès lors que nous adoptons une plateforme commune, nous sommes d'accord sur l'essentiel. Après, on peut s'entendre sur le reste.
Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les régionales et les départementales? Alors, est-ce que cette alliance va être reconduite ou renégociée? Pour les régionales, je vais vous répondre très clairement. Oui. Pour les régionales, nous n'avons pas encore... alors, nous aurons une participation... On dit qu'elles seront reportées au mois de juin. Ça n'a pas encore été définitivement adopté, mais enfin, c'est dans l'air. Ce que je peux vous dire, c'est que nous aurons en tout cas le rassemblement que moi je porte avec mon équipe, Rassembler BMAO, nous aurons une participation active pour les élections régionales. Nous n'avons pas encore... Avec qui? Mais je réponds à la question. D'accord. Il n'y a pas encore eu de candidat désigné. Oui. Donc, au moment où il y aura un candidat désigné, nous verrons le projet porté par les candidats désignés et nous ferons et nous verrons. Donc, si c'est Max Mathiasien, vous irez probablement avec lui. Nous n'avons pas pour le moment de décision. De précision. Je reviens sur les élections départementales. Oui. Pour les élections départementales, j'ai annoncé il y a quelques mois que nous serons présents sur les 2 cantons de BMAO. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose... Personnellement ou... On verra parce que justement, je viens à mon deuxième point. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que nous avons donc terminé la première phase des élections départementales en ce qui concerne le rassemblement que je porte. Oui. Et donc, c'était la première phase, c'est le fait que chaque candidat puisse faire acte de candidature. Oui. Ceci est terminé parce que l'échéance est terminée. Donc, nous entamons la deuxième phase, c'est-à-dire la désignation des candidats. Donc, chaque candidat qui voulait... Vous avez candidaté? Alors, j'ai candidaté comme tout membre du rassemblement. Oui. Bien sûr. Oui. Et donc, ça sera étudié par notre comité politique. Donc, nous serons présents sur les 2 cantons. Voilà, clairement. Alors, revenons un peu sur les élections municipales. Le 10 novembre dernier, vous avez déposé un recours au tribunal administratif. Alors, d'après ce que je sais, vous avez produit un certain nombre de vidéos montrant... parce que la qualification, c'est le fraude électorale. Vous parlez de fraude électorale. Alors, vous savez très bien que dans ce genre de situation, au niveau juridique, l'écart, quelque part, peut ou ne peut pas permettre de porter un jugement définitif, et je veux dire allant jusqu'à l'annulation des élections. Votre écart entre Mme Polifonte et vous est quand même suffisant et assez important. Qu'est-ce que vous espérez de ce recours? Ce que je veux dire, M. Zandronis, d'abord, il faut être clair. Que dit la législation? La législation dit que le tribunal administratif, bien évidemment, il tient compte de l'écart de voix, sauf, et le sauf est important, s'il y a des éléments suffisamment graves. Or, en l'espèce, ce que je veux dire, et je veux que les BMAOiens l'entendent, mais je veux aussi que les Guadeloupéens l'entendent. Le 15 mars, il y a eu une association de personnes qui avait pour objectif de voler le vote des BMAOiens. Voler le vote des BMAOiens. Puisque lorsqu'on dit fraude, ça peut être... Vous assumez ce que vous dites? J'assume totalement ce que je dis. Et je mets au défi quiconque de me traîner devant la justice. Il n'y a pas de problème. Vous avez toutes les preuves? J'ai toutes les preuves. Alors, je continue. Ce que je veux dire aussi, M. Zandronis, c'est un système organisé. Organisé et, si j'ose dire, qui a eu le temps de se perfectionner en 20 ans. Je vais vous dire, premièrement, il y a avant l'élection, la préparation d'élection. Comment expliquer que le 21 septembre 2019, il y a eu l'inauguration de l'école maternelle de Calvaire? Alors, bien sûr, une école maternelle, pas de souci, sauf lorsque l'on respecte la législation, puisqu'on vous dit que 6 mois avant, tout à fait, vous ne pouvez pas faire de la propagande. Or, nous avons des audios qui prouvent que Mme Polifonte, lors de son discours à l'occasion de l'inauguration de l'école de Calvaire, a désigné ses colistiers, et notamment le président de région. Et c'est ce qui a été fait. Deuxième élément, comment expliquer que le 13 mars, c'est-à-dire deux jours avant le vote, il y a eu, miracle, une commission permanente. Et dans cette commission permanente, vous avez 18 ménages parmi ceux qui ont le plus d'enfants, comme par hasard encore, qui ont été
qui sont dans la délibération pour recevoir 21 200 €. Et je demande aux Bémaossiens, avez-vous déjà reçu ces 21 200 €? Non. Puisque, vous êtes sûr? Alors, non, je pose la question. Oui, mais si il y a un ménage bémaossien qui me dit qu'il a reçu ces 21 200 €, qu'il me joigne par téléphone, puisque mon téléphone est public. Oui. Ils n'auront jamais ces 21 200 €. Pourquoi? Parce qu'il y a 0 € sous cette ligne budgétaire. Donc, c'est un faux. C'est une promesse électorale, c'est tout? C'est une promesse électorale qui ne sera jamais suivie des faits. Je dis 13 mars, nous sommes aujourd'hui le 17 novembre. Oui. Aucun ménage n'a reçu ces 21 200 € et c'était 18 ménages. Donc ça, c'était avant. Pendant le vote, comment expliquer que vous avez dans certains bureaux de vote de l'utilisation d'une encre effaçable? Une encre effaçable, monsieur Zandronis, il faut avoir beaucoup d'imagination. C'est pour ça que je dis que ce système s'est perfectionné pendant 20 ans. Oui. De l'encre effaçable. Vous avez aussi la disparition de procès-verbaux et de listes d'émargement entre le bureau de vote et le bureau centralisateur qui se trouve à la médiathèque de Bémao. Eh bien, ces procès-verbaux ont disparu pendant 1 heure. Comment expliquer ça? Comment expliquer? Et enfin, je termine, et enfin, vous avez j'ai en mai des vidéos que j'ai transmises d'ailleurs au tribunal administratif, dans lesquelles on voit des personnes qui sont bien identifiées, effacer, gommer des procès-verbaux, lorsque l'on sait qu'un procès-verbal ne doit jamais être touché. Jamais être touché. Alors, et puis, pour couronner le tout, afin que ce système ne soit pas enrayé, il y a mes assesseurs qui n'ont pas été autorisés à rentrer dans le bureau centralisateur. Monsieur Zandronis, c'est quand je vous parlais de système, et j'assume le mot système parce que j'ai des vidéos. Et ces vidéos, en temps utile, la population guadeloupéenne aura le temps de les voir. Je laisse la justice faire son travail. Nous avons été le 10 novembre à l'audience. Cette audience a été mise en délibéré à 15 jours. J'attends avec sérénité. Et mon équipe et moi-même, nous sommes sereins quant à l'issue. Puisque je ne... Quand vous dites serein, c'est-à-dire que vous attendez une annulation, c'est ça? Mais bien évidemment, avec tous les éléments que je viens de vous dire, il ne peut en être autrement. Parce et s'il en était autrement? Nous aviserons. Mais je veux dire aux Bémaossiens que dès lors que les Bémaossiens vont se battre, je serai à leur côté. Je serai à leur côté parce qu'à Rassembler Bémao, nous portons des valeurs. Nous portons des valeurs de démocratie. Nous portons des valeurs de respect du citoyen. Nous portons ces valeurs afin d'être aux côtés des Bémaossiens. Et nous allons défendre leurs intérêts. Donc, je n'ose imaginer que ça en soit autrement. Parce que, vous savez, avec tous les éléments que je vous ai indiqués, et il y en a plus, mais je ne veux pas être trop longue, nous restons sereins et nous attendons. Alors, d'une manière générale, vous êtes dans l'opposition, mais quelquefois on dit que l'opposition peut être constructive. Mais nous sommes constructifs. Nous avons une opposition. Parce que l'impression qu'on donne, alors je vous dis un peu comment on voit les choses, c'est-à-dire que depuis que vous êtes à l'opposition, vous avez fait un certain nombre de recours, de procédures. Est-ce que vous voulez gagner par ce biais-là? Non. Ou bien gagner uniquement par les électeurs? Parce qu'il y a une façon de gagner avec les élections normalement, et puis aussi par le recours administratif, par des choses comme ça. Monsieur Zandronis, on ne gagne les élections que par une élection. On ne gagne que par le biais d'une élection. Ça, c'est clair. Pour autant, je vous disais que nous sommes une opposition constructive. Nous avons une équipe, nous sommes une équipe soudée. Et c'est parce que nous avons cette équipe soudée que nous ne tolérons aucune comment dire ça? Anomalie? Dépassement de la loi. Et quand vous me dites, est-ce que vous êtes une opposition constructive? Oui, nous le sommes, parce qu'il y a des délibérations que nous votons. Mais lorsque ces délibérations ne sont pas dans la légalité, effectivement, nous la portons. Par exemple,
la délibération concernant l'élection des adjoints, pourquoi nous l'avons portée devant le tribunal administratif? Mais parce que ça ne respectait pas la législation. Et en tant que femme, encore plus en tant que femme, il y avait une femme qui était lésée. Alors j'aurais pu dire, c'est une femme de leur côté. Non, la législation n'était pas respectée. Il a fallu donc procéder à cette annulation. Et le tribunal administratif a annulé. Et ils ont refait, tout simplement. Oui. C'était pour vous une victoire interne, on peut dire? Mais c'est la loi qui a été respectée. Il faut qu'à un moment, cette majorité respecte la loi. Et c'est la même chose pour les élections, les élections municipales. Dès lors que la législation, la loi sera respectée, nous serons totalement. Ça signifie que vous ne laissez rien passer? Nous ne laisserons rien. Nous ne laissons rien passer. Et nous ne laisserons rien passer. Ben, ce sera votre dernier mot. Il est 12h56. On vous a eu 2 minutes de plus. Enfin, on vous remercie d'être venu. Je voulais juste quand même adresser un grand kabirède au BEMA aussi, mais aussi à tous les Guadeloupéens pour le contexte sanitaire. Et je leur demande de faire attention à eux parce qu'il faut qu'ils se préservent et qu'ils préservent leurs proches. C'est important. Merci, Madame Sylvie Chamgon-Hano, et puis bonne chance à vous. Merci beaucoup. Il est 12h57. On prend tout de suite la première pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite. Voilà, 13h04, retour sur le plateau du ZCL News. Je vous l'ai dit, nous allons recevoir Pierre Chadru, artiste peintre qui devait exposer le 11 novembre. Le 11 novembre, tenions l'eau, la pluie tenions l'eau de l'eau. Pierre Chadru, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va vous interroger tout à l'heure, mais juste un petit mot. Cette exposition prévue demain, elle est maintenue? Ah ben oui, officiellement. Officiellement? Oui, jusqu'à aujourd'hui, 13h17. Oui, à 13h. On en parle dans un instant. On revient à l'actualité. L'actualité, c'est la mobilisation au gosier des parents d'élèves. Ils ne sont pas contents et ils l'ont montré devant la caméra de Maxime Morel. On regarde. Ce matin, on a tenté de mobiliser l'ensemble des parents d'élèves, les riverains de l'école aussi, et puis le personnel de l'école, pour faire signer une pétition qui va accompagner un courrier qu'on a rédigé, les parents d'élèves, les délégués de parents d'élèves, à l'intention du département, pour demander la mise en sécurisation de cette route. L'école de Cocoyer est située en haut d'un morne, donc ça lui confère une situation très particulière. On est obligé de se garer le long de la départementale pour accéder à l'école et on a un vrai problème de sécurisation des abords et des stationnements. J'ai 2 enfants ici, donc une fille qui est au CE2, donc ça fait quand même un moment que je suis confrontée à cette problématique. Mon fils qui est en petite section, je suis obligée de le porter parce qu'il court partout, il a envie de descendre du trottoir puisqu'il est tout près. Et donc je suis obligée de le porter pour pouvoir le sécuriser au maximum. Et les voitures nous frôlent, c'est vraiment très très dangereux. Il y a un trottoir matérialisé qui est pris d'assaut par les voitures parce qu'on manque de stationnement. De l'autre côté de la route, il n'y a pas de stationnement matérialisé, mais des voitures se stationnent aussi. Donc quand on descend les enfants, on est obligé de traverser la route rapidement pour venir sur la partie la plus sécurisée, mais qui ne l'est pas totalement. Donc des deux côtés, de toute façon, on est en danger sur un axe qui est très fréquenté le matin. Et voilà, on a besoin de solutions pour essayer d'améliorer cette problématique de sécurité qui existe depuis toujours. On veut sensibiliser le département à cette problématique et essayer de trouver des solutions pour améliorer la sécurité des enfants et des parents. Voilà, l'école de Cocoyer, est-ce qu'il faudra bouger l'école ou changer la route? Une grosse difficulté, en tout cas, c'est vrai qu'il y a un problème de sécurité pour les enfants, même pour les enseignants et pour les parents d'élèves. On quitte le gosier, on va à Petit Bout. Je vous l'ai dit, nous sommes en une période de pluie. On a les restes d'un cyclone qui passe dans une partie de l'Amérique centrale. Et hier, à Petit Bout, un glissement de terrain, la maison s'est pratiquement effondrée et on craint encore qu'il y ait d'autres cas de ce type-là. On regarde un peu ce qui s'est passé avec la caméra de Stanley Manicor. Angoissée, c'est le mot. Je suis angoissée parce qu'à chaque fois que je lève ma tête, je ne sais pas, à tout moment, à la moindre pluie, la terre est complètement à nu. Il n'y a rien qui la retient. En plus, vous voyez, c'est fissuré au milieu. Donc à tout moment, ça pourrait tomber. Pour moi c'est mon sentiment. Au niveau de la commune de Petit-Bourg, la demande de reconnaissance en état de catastrophe naturelle est partie hier. J'ai reçu un message. Et là, vous voyez qu'il y a des experts qui sont là pour évaluer les risques. On est face à un glissement de terrain qui malheureusement n'est pas une réelle surprise dans la mesure où les terrains sont gorgés d'eau et il y a beaucoup de versants comme ça qui ont été décaissés et qui sont susceptibles de glisser. On a eu tout ce qu'il fallait, permis de construire et tout, donc je ne sais pas, après ce sont les risques de la nature. Au niveau de l'assurance, eh bien, on n'a toujours pas de nouvelles.
Pourtant, on est bien assuré. Il y a une partie des fondations qui sont dans le vide là. Donc la maison, elle n'est pas stable et à tout moment, la terre peut bouger et ça peut tomber. Un caillou qui tombe trop fort, pour moi, c'est un risque. Un risque résiduel, c'est-à-dire que le glissement peut être repris. Il pourrait y avoir un nouveau glissement, surtout si les précipitations se poursuivent dans les jours à venir. La première urgence, c'est d'évacuer les personnes pour s'assurer que tout le monde soit hors de danger. Et après, il viendra un temps où effectivement, il faudra envisager des solutions pour faire en sorte que le glissement ne se poursuive pas. Ça peut continuer à glisser, effectivement. On ne dort pas, on est là la journée pour les démarches administratives et tout ce qu'il faut gérer, mais on ne dort pas le soir ici. Ma vie s'est arrêtée depuis mardi. Effectivement, une situation un petit peu particulière avec cette période de pluie, et pas seulement à Petitbourg, mais dans d'autres régions aussi, on a eu des problèmes de ce type-là. On quitte cet aspect de l'actualité, on revient vers Pierre Chadu. Pierre Chadu, je l'ai dit, c'est un peintre, artiste peintre guadeloupéen. On se souvient qu'il avait pratiquement cassé la baraque il y a quelques années. Il avait créé son espace Chadu. Pierre Chadu, merci d'être avec nous. Alors, on confirme demain. Ça part. C'est à la Wawak. Je n'ai pas reçu de texto encore depuis tout à l'heure. Donc pas d'annulation prévue, même si la pluie a tombé au sol. Ah, mais respirer. Il peut y avoir tout le bitin quand même. Mais non. Respirer. Alors, Pierre Chadoui, c'est bizarre, votre exposition s'appelle État d'urgence. Vous devez savoir que des cabines comme ça. C'est-à-dire état d'urgence, la situation. On est dans une situation d'urgence depuis quelque temps ici. Ici à Guadeloupe Oui. Non, on n'avait pas remarqué, il y a un état normal, tout va bien. Non, tout va bien. Tout va bien, bon. Vous avez une vision très optimiste de la réalité, et c'est tant mieux. Alors, pourquoi état d'urgence, votre expo? Ben oui, ce qui veut dire, voilà, ça prouve bien que j'ai peut-être pas le sentiment que tout va bien, tout va si bien que ça. Oui. Donc oui, non, il y a un an, on m'a proposé donc cette exposition. Donc je suis dans une problématique que les gens ont peut-être déjà identifiée autour des questions d'énergie. Donc je suis passé d'une problématique de la spiritualité qui renvoie à tout ce qui est des questions sociologiques sur les fondements des différentes sociétés, notamment de la société guadeloupéenne, donc ou caribéenne, d'ailleurs plus précisément afro-descendante. Donc, comme beaucoup d'artistes d'il y a 30 ans, 25 ans, bon, c'était des problématiques identitaires, des problématiques sur la créolisation, la créolité, etc. Bon, moi, j'ai assez rapidement été dissident par rapport à ces questions-là, parce que j'estime qu'on n'a pas de problème d'identité. Oui. Je comprends pas pourquoi on nous met un problème d'identité sur la tête. Moi, je me regarde dans la glace, je sais qui je suis, ça ne me pose aucun problème. J'ai pas besoin. Peut-être pour vous, Pierre. Je n'ai pas besoin de. Non, mais de toute façon, à partir du moment où on met en pâture un peuple. Oui. Dans des problématiques insolubles, eh bien, on crée un peuple qui a des problèmes. Oui. Et le plus fondamental, c'est quand même le problème d'identité. Ah, quand même, vous le reconnaissez, qu'il y a des gens qui n'ont pas votre vision. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas que c'est un problème, la question d'identité. C'est le fait de le poser un problème qui pose problème. D'accord. Le gouvernement Sarkozy, je crois, était allé jusqu'à faire interroger toute la population avec un certain ministre, M. Besson, oui. Sur des questions de communauté, des questions de communautarisme. C'est encore à l'ordre du jour. Mais voilà, c'est-à-dire que moi je trouve que c'est une façon d'entourlouper les gens, c'est une façon de mettre les gens dans des problématiques insolubles. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi? Est-ce que la France a un problème d'identité? Est-ce que les États-Unis ont un problème d'identité? Est-ce que la Chine a un problème d'identité? Est-ce que la Russie a un problème d'identité? Ce sont des pays indépendants. Non, c'est pas une question d'être indépendant. Ou souverain, en tout cas. C'est pas une question d'indépendance. C'est pas une question d'indépendance. Parce que vous savez, Pierre, je ne vous apprends rien. On a fait croire aux Guadeloupéens qu'ils étaient français, européens, etc. Donc, au fil des années, même des siècles, ça rentre en tête à monde. Oui, mais les Guadeloupéens ne sont pas des enfants de maternelle. Non, mais vous savez, là, ils manipulent tout le temps, ils fouillent ça en tête, boum, 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 au moment donné, au commande de matin, quand il réellement.
il y a des gens qui sont là. Non, mais c'est pas compliqué. On peut prendre un giromont et on peut faire toute une thèse autour du giromont pour faire quoi que c'est pas du giromont. Ça peut empêcher casser le giromont. Hein. Oui. On peut même faire 10 thèses si on veut. Oui, non, mais on est des humains. Oui. On est des Guadeloupéens. D'ailleurs, on est des Africains quand on regarde bien. Oui. Moi, j'estime que la Guadeloupe, c'est un pays d'Afrique. Oui. Un qui n'est qu'un Guadeloupe. Pas ni un qui n'est quand même. Ah ben, excusez-moi, mais à 80%, à 90%. Oui, il faut descendre. Ben voilà, les États-Unis qui ont estimé qu'ils sont pays à blanc. Pourquoi? Parce qu'il y a 80% des blancs. Il n'y a pas de problème d'identité par rapport à ça. Donc, on pas pour quelle raison nous qu'une problème. Ça, ce sont des faux problèmes. C'est des choses qui font après que les gens ont des cancers, les gens ont des tumeurs, les gens ont des ulcères à l'estomac pour des problèmes. Ben, oui, à partir du moment où c'est pas soluble. Donc on te met quelque chose dans la tête et puis on va passer via, on va réfléchir à ça, on va taper cancer à ça, ça peut jamais résoudre ça. Mais alors, le roi font exposition, crier état d'urgence, c'est quand même, si on a l'air tout lancé quand même. Oui, mais on a pris l'entretien un peu, ça peut pas être de travers, mais finalement on est en plein dedans. Mais la problématique c'est bien celle-là. L'état d'urgence en question, c'est quoi? C'est quoi l'état d'urgence? Est-ce que c'est vraiment... Moi, j'ai publié un texte qui en parle. Est-ce que c'est vraiment une histoire de virus? Est-ce que c'est vraiment une histoire de virus? Ça, c'est encore une autre polémique, ça. Non, mais les chiffres, il y a des chiffres quand même qui attestent que bon, le coronavirus est classé peut-être 15e, 20e, 30e parmi les dangers qui font le plus de morts. Sauf qu'il y a un matraquage permanent tous les jours dans certains médias français. Mais c'est là qu'il faut poser le cri d'alerte. C'est ça le problème. S'il y a un état d'urgence à poser, c'est là-dessus. Effectivement, l'humanité est en état d'urgence. Parce que pris en otage par tout un ensemble, par tout un système, toute une mécanique extrêmement bien rodée à coups de milliards, pour pouvoir essayer d'enfoncer dans le crâne des gens des choses qui ne sont pas vraies, juste pour les diriger vers là où on veut les diriger. C'est pour ça que je dis chacun a un esprit, chacun a une intelligence. Nous ne sommes pas des bébés, nous ne sommes pas à cour de récréation. À la cour de récréation de maternelle, on peut faire quoi? Ce qu'on veut à des gamins, on n'est pas des gamins quand même. Alors Pierre, je vais parler avec vous un peu de la situation de l'artiste dans notre pays. Alors, certains artistes meurent de faim en général. C'est l'image classique, on a artistes sont beaucoup mal lyriques à point gaz. D'autres artistes disent qu'ils s'en sortent. Vous êtes dans quelle catégorie? Les capons gaz ou bien ceux qui s'en sortent ou au milieu? Alors, s'il faut parler de Guadeloupéens qui ont faim, qui ont gaz, etc., et qui ont classé parmi les artistes, c'est bien 150 000, hein, Guadeloupe. D'accord. Ah, bah, quand il y a 150 000 artistes. Non, quand même pas. Donc, nous noyons dans la masse, et nous pas très nombreux. Ouais, mais donc, enfin, quand même, qui moins bien, quand même. Oui, mais ici, il faut le dire, nous sommes dans une situation de désastre, nous sommes dans une situation de déliquescence, de délabrement économique et la culture ne fait pas exception. On le sait, tout le monde le dit, tout le monde le crie. On est dans une auto-congratulation à se dire qu'on a plus d'artistes au centimètre carré en Guadeloupe ou aux Antilles qu'ailleurs. Mais la réalité est là. La réalité, c'est que personne n'a jamais considéré la culture comme un secteur économique. Et du coup, personne ne s'est jamais posé les bonnes questions pour savoir comment développer ce secteur-là économiquement. Oui. Moi, je fais une thèse en économie et je fais une thèse en économie et je traite des questions liées globalement sur l'économie antillaise, Guadeloupe, Martinique, sur les questions liées à l'impact des politiques coloniales et néocoloniales sur l'économie globalement et particulièrement sur le secteur culturel. Oui. Et donc voilà. Quelle est en gros, on ne va pas tout dévoiler, mais enfin, votre analyse globalement de la situation? L'analyse, en tout cas, précisément par rapport à la culture, puisque voilà, c'est un peu notre sujet, c'est qu'on voit très bien que les résultats économiques sur le plan de la culture sont médiocres. Il faut le dire. Oui. Sont médiocres. C'est dû à quoi? Mauvaise connaissance du domaine par nos politiques, mauvaise appréciation, ils ont un logiciel qui ne répond plus à la réalité. C'est quoi le problème? Je ne sais pas. Je suis presque en train de penser que nos élus sont tellement
sont tellement enclins, sont tellement occupés à s'intéresser à l'intérêt de la France. Ils font tout pour que l'intérêt de la France soit extrêmement préservé, protégé, alimenté sur les anciennes colonies que nous sommes, que les questions directement liées à comment développer intrinsèquement, de façon endémique, ces territoires-là au bénéfice de la population d'ici elle-même, ça leur passe par-dessus la tête. Je ne pense pas honnêtement que l'ensemble de la classe politique guadeloupéenne soit médiocre en termes de prospective, soit médiocre en termes d'analyse factuelle des résultats économiques de ces territoires, soit médiocre en termes de stratégie de développement, soit médiocre partout. C'est pas possible. Je n'ose pas croire ça. Je n'ose pas croire ça. Je pense que ces compétences sont mises au service de d'autres personnes, de d'autres intérêts, mais sûrement pas des intérêts endémiques. C'est ça. Mais ça, je l'analyse très bien en disant que c'est l'héritage du colonialisme, voire du néocolonialisme, avec quand même des stratégies. Mais alors, les artistes, ils ont leur mot à dire ou quand même vous faites une thèse sur l'économie, mais en tant qu'artiste. Pas les artistes. Pas les artistes. Qu'est-ce qu'on dit? Pas les artistes. Dire les artistes ont leur mot à dire. Je suis un artiste, j'ai envie de dire non. Alors, quand je dis non, c'est une réponse un petit peu à contresens, parce que c'est pas vraiment non, évidemment. Mais qu'est-ce qui se passe? Concrètement, on le voit bien. À partir du moment où un artiste, avec sa casquette d'artiste, vient revendiquer quoi que ce soit, on l'entraîne, on l'enrobe dans une problématique de reconnaissance, dans une problématique d'égoïsme, dans une problématique d'égocentrisme, etc., pour noyer le poisson et pour ne pas voir les vrais problèmes. Et il va arriver une subvention. Non, il y a des subventions. Il y a quand même. Oui, il y a des subventions. Je fais une thèse en économie, je suis obligé d'analyser factuellement les choses. Il y a des subventions, il y a des projets, il y a des actions. Alors qu'est-ce qui manque, Pierre? Il faut dire quand même que ce qui se passe, le réel souci déjà, c'est que le budget culturel des collectivités, quand on regarde les chiffres, on va dire qu'ils ont un gros budget culturel. Pourquoi ils ont un gros budget culturel? Parce que c'est patrimoine et culture. Oui. Et quand on regarde le patrimoine, les musées, le MACT, etc., Edgar Claire, St. John Pest, etc., eh bien 90% du budget passe là-dedans, passe en fait dans du fonctionnement, passe dans de l'entretien de choses qui existent finalement qui nous intéressent pas. Ça ne nous intéresse pas. Ça vous intéresse quand même le MACT? Non, ça ne nous intéresse pas. Moi, je suis pas. Vous n'aimez pas les musées? Comment? Vous n'aimez pas les musées, qui est un musée Shell qui est en train de être refait à Marie-Galante, etc. Mais moi, je suis destiné à aller au musée et le plus rapidement possible. C'est-à-dire que si on était qu'à Modène, ça te arranger tout le monde. Comme ça, voilà, on le met au musée. On le met au musée, on n'a rien fait pour lui, mais bon, allez, on va lui rendre hommage. Non, mais il faut arrêter. Moi, j'ai fustigé un petit peu ce projet de Memorial Act en disant, OK, d'ailleurs, le connaître, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait une stèle devant. Voilà, tout à l'heure. Et justement, il voulait une stèle devant l'ancien aéroport. C'est ça qu'il voulait. Au départ. Mais un truc de 20 000 €. Ouais. On lui a fait un truc de 80 millions. Non, mais la question, c'est pas que... 800. 80 millions, non, pas 800 millions, ouais, non, 80 millions. Ou 82 millions, quelque chose comme ça. C'était 43 à la base, mais il a doublé, hein, ouais. Mais la question, c'est pas ça. La question, c'est que moi, je veux bien qu'on fasse quelque chose par rapport à l'histoire. Encore faut-il que ce soit factuel. Encore faut-il qu'on ne nous raconte pas une nouvelle histoire et qu'on ne nous enfume pas encore dans quelque chose où c'est toujours l'autre qui raconte et forcément qui raconte à sa sauce. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des artistes vivants en Guadeloupe. Pourquoi ne pas faire un projet à 40 millions et mettre 40 millions pour faire des gens qui sont vivants et qui, eux, sont dans une démarche de création et qui sont une force économique? Pourquoi ne pas faire ça? Pourquoi à chaque fois, après, on va demander une subvention, effectivement, on nous dit il y a peu, alors on donne 2 000 €, 3 000 € pour faire quoi? Non, mais on n'est pas des clochards. Moi, Pierre Chadoui, ça. Demain, 18h? 18h, oui. Oui? Oui. À la Wawak?
Oui, hôtel Aouac. Et qui fait oui, nous là. Bon, nous là. Donc, oui, effectivement. Jusqu'à quand? C'est jusqu'au 3 décembre. Jusqu'au 3 décembre. Jusqu'au 3 décembre. Donc, bon, ce sont des horaires plutôt fin de journée, début de soirée quand même. J'ai fait 30 peintures. Je ne suis pas sûr d'exposer les 30. Ça va dépendre après de la scénographie, de comment les choses s'installent dans ça. Mais bon, il vaut mieux en faire plus que moins et avoir les moyens de faire une exposition. On prend rendez-vous à 18h demain. Mais demain, 18h aussi. Devine voir ça. Ah oui, il faut venir. Il y a un espace gigantesque. La salle d'exposition n'est pas très grande, mais il y a un espace d'accueil qui est gigantesque, qui donne sur la mer. Donc les gens n'ont pas à se poser des questions par rapport aux distances, par rapport aux masques et par rapport à tout ça. Et voilà, donc il y a une première partie qui est un exposé, débat, question avec un présentateur. Voilà, donc j'explique un petit peu la démarche. Et puis après, questions-réponses avec le public pour affiner un petit peu les explications. Merci Pierre. Rendez-vous demain à partir de 18h à la Aouac. Pour l'instant, on revient à l'actualité. L'actualité, c'est encore le Covid, puisque les gestes de sensibilisation barrières ne sont pas toujours respectés. On le dit, même si on a le sentiment que la pandémie a un tout petit peu régressé en Guadeloupe. C'est la raison pour laquelle le CECAS de Mornalo a organisé hier une séance, une manifestation avec les populations de la commune. Olivier Félix était là avec sa caméra, on regarde. Avec ma main, la liquide, j'avais ça comme ça. Je lève ma main, j'avais ça, je donne la personne derrière moi. On ne sait pas si... D'accord. Mais la personne derrière toi, le corona se transmet par la bouche et le toucher. C'est une manifestation que nous avons estimée très très importante et c'est en collaboration avec l'ARS. C'est pour permettre à nos administrés de bien se rendre compte de l'importance des gestes barrières à adopter pour éviter la propagation du Covid-19. Un geste comme celui-là, de la part de l'ARS, de CECAS et autres, ça me fait bien plaisir. La deuxième chose, c'est que ça me conforte dans un certain nombre de raisonnements que je me suis fait moi-même depuis l'annonce de cet élément. Et c'est pourquoi que j'ai dit que je pense croire dans le barrage, la distance. Maintenant, j'ai appris par la distance sociale. Bon, j'ai appris quand même un comportement vers nos aînés pour leur faire leur éducation. Donc pour moi, c'était très important que je sois là et je vais continuer à en parler autour de nous. Par contre, on a dit que Mornalo n'est pas dans le rang des gens là, mais c'est que nous faisons entre nous un groupe là de l'autosurveillance. En disant voilà, tiens-toi à distance, ton masque, pourquoi tu ne l'as pas? Non, on ne fait pas cette organisation. Je ne dirais pas que c'est un étonnement, mais c'est une grande satisfaction pour nous au centre social, puisque nous voyons que sous 4 jours, cette manifestation est prévue sous 4 jours, et nous avons un grand nombre de participants. Et les gens posent des questions, ils sont curieux de savoir, et ils sont contents aussi à la fin de cette rencontre des informations qui leur ont été apportées. Donc c'est une très très bonne chose. Nous profitons aussi de ce moment-là pour remettre aussi le bracelet qui est un signe que l'administré est préoccupé par l'importance de la maladie et aussi montrer à son entourage qu'il y a aussi des préventions, des gestes barrières à appliquer. Et par la même occasion aussi, nous profitons pour remettre des masques que la Banque alimentaire nous a offerts. Voilà, il est exactement 13h27. On prend la pause, la deuxième pause. On va se retrouver tout à l'heure, normalement, avec Lydia Alexandre en direct de Port-au-Prince. On essaie encore une fois. Et puis Luc René qui est avec nous. On parlera de cette manifestation qui aura lieu demain à la DAR. Ça tout de suite. Voilà, il est 13h38, retour sur le plateau du ZCL News. On va recevoir Luc Renet, bonjour. Bonjour. Membre du FKNG, de CIPN, et puis parce que demain, il y a une manifestation sur laquelle nous reviendrons dans un instant. Pour l'instant, on va voir ce qui se passe du côté de la grève des sablières. L'UGTG a mis un point à essayer de résoudre ce problème. On regarde ce reportage et on revient avec Luc Renet dans un instant. Là, nous en sablier à Rivière-Sens, nous en grève depuis hier matin.
Encore pour dire les camarades, aujourd'hui nous avons un conflit pour un patron encore qui scélérat, un patron malfaiteur et qui pas respecté pour nous doit travailler. Et notamment nous faisons une élection à Kazaï et aujourd'hui il mettait simplement siège seul en place, il décidait de mettre manière qu'il voulait. Aujourd'hui il pas respecté la convention collective, il pas respecté et il a forcé les camarades à venir travailler samedi. Et aujourd'hui, normalement, c'est volontariat, mais il a forcé à venir travailler. Sinon, si on ne pas venir travailler, c'est sanction, ou bien on dehors. Et bien, nous avons dit non, tout ça, il faut y arrêter. Et nous avons demandé aussi embauche à certains salariés des intérimaires qui ont moment qui travaillent dans l'entreprise là, qui ne pas remplacer les gens qui ont dans des postes effectivement qui ont à pouvoir. Alors aujourd'hui, nous avons dit qu'il faut y embaucher ces gens là. Alors tous ces points là, ça qu'a fait aujourd'hui nous debout là. C'est toujours dit comme ça que le syndicat est rentré à Kazaï. Toujours dit ça quoi. Mais là, ça fait les camarades comprendre. Ils essaient de comprendre santé cardio. Et aujourd'hui, là, ils ont décidé de mettre nos deux bottes parce que trop injustice au niveau à Kayala, point là même, parce que nous commençons à venir bon quoi. Nous avons travaillé, nous avons travaillé à reculons parce qu'ils sont bons quoi, tellement ils sont bons quoi. Et là, nous avons travaillé en côté à reculons, au commande chaque matin quand on a fait quoi. Donc changement là, nous avons espéré que le changement là qu'il y ait. Parce que plus vous parlez de Bamissé, il ne veut pas tant qu'on dit, il veut tant sali qu'a dit. Et nous pas dans ça encore quoi. Nous voulons qu'ils composent avec nous, discuter avec nous, dialoguer. Normalement, cela c'est le comité social et économique. C'est pour favoriser et en discussion, tout ça quoi. Dialogue social. Et pas ça là, du tout. On peut qu'il lâcher, parce que ces messieurs, c'est des patrons scélérats, nous avons rappelé, scélérats, et nous ne pouvons pas admettre qu'il y a des salariés qui travaillent dans un fonctionnement vraiment qui, des entreprises vraiment qui est insalubre, et les conditions de travail pas réunies, et en cas, là, nous ne pouvons pas lâcher ça, nous commencer là. Normalement, il y avait une rencontre qui était prévue aujourd'hui, mais nous n'avons ni réponse à ça. Je vous ai dit qu'on reçoit Luc Rinette, membre du FKNG, fondateur, membre aussi du CIPN. Luc Rinette, merci d'être avec nous, mais surtout, on va parler d'une manifestation qui aura lieu demain, double manifestation, puisque d'un côté, on va célébrer aussi, malheureusement, l'assassinat de Salin. Oui, alors Charles-Henri Salin a été assassiné le 18 novembre 1985 à Chauvel. Oui. Et demain, donc, déjà. Il était étudiant, il faut le dire. Il était étudiant, oui. De 23 ans. Et demain, donc, dès 11h, il va y avoir une première manifestation en hommage à Charles Salin qui se déroulera à Bastet, à Petit Paris, cité Fanon, où il existe déjà une sorte de place Charles Salin. Oui. Donc, on va commencer à jouer par cela. Je rappelle quand même où j'informe la population, le peuple guadeloupéen, que Charles Salin, il est mort le 18 novembre, mais il est né le 27 mai. Oui. 1964, donc c'est deux dates symboliques. Deux dates historiques, puisque le 18 mai en Haïti, c'est autre chose. Voilà. Donc on a là, je parle du 27 mai. Hein. 27 mai en Guadeloupe. 27 mai, c'est pas avant l'événement de 67 en Guadeloupe. Oui, et il décède le 18 mai. Novembre, comme effectivement la date de la bataille de Vertières dont nous allons parler. Alors, les Guadeloupéens ne savent pas ce que c'est que cette bataille de Vertières. Mais avant d'y arriver, je rappelle comme que demain soir, dès 18h, nous commençons par rendre un hommage également à la DAOS, à Charles-Henri Salin. Aussi. Avec un dépôt de gerbe et une prise de parole très courte. Il faut marquer le temps. Mais nous avons l'occasion de rendre un hommage un temps plus important. Juste un petit mot, il semble que notre correspondante d'Haïti, on puisse la voir, puisqu'elle devait nous dire deux petits mots sur cette manifestation en Haïti. Lydie Alexandre? On n'entend pas Zébrissa. Allô? On essaie d'entrer en contact avec Lydie Alexandre en direct de Port-au-Prince, puisque cette date du 18 novembre 1803, c'est une date aussi importante pour les Haïtiens. Je crois qu'il y a un petit problème technique, on ne peut pas encore l'avoir. Bon, on va essayer si jamais on réussit à l'avoir. Alors vous disiez, Luc Rinette, qui va suivre notre question en dehors et de l'hommage solennel qu'on va lui rendre demain. Oui. À 18h à la DAOS. Alors c'est pas en ligne, c'est en présentiel. Hein.
présentiel, oui, bien entendu. Alors nous avons un service de sécurité pour que les distances soient respectées. Bien sûr. C'est en présentiel. C'est important de rendre hommage à ce jeune homme dont la vie a été fauchée en 1985. Et nous avons certainement décidé ensemble de faire quelque chose maintenant de plus peut-être fondamental sur le lieu même où il a été assassiné en 1985. À Chauvel, c'est à Chauvel. C'est une période particulière d'ailleurs, en 85. Ah, oui, 85, vous vous souvenez comment, tout à fait. On en prend le 26 jours. Il y a plein de choses. La Guadeloupe était en bouleversée à ce moment-là. Oui. Voilà, donc on va vraiment travailler sur cet aspect parce que les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas. Ne savent même pas ce qui s'est passé à cette époque-là. Et quand j'entends aujourd'hui que la France s'apprête à voter une loi interdisant de filmer les policiers, ce qui montre que la France est devenue un État policier. Tout à fait. Parce qu'elle refuse que les exactions commises, comme ça a été le cas aux États-Unis à George Floyd, mais aussi d'autres cas en France, où des Noirs ont été victimes, des hommes et des femmes noirs, eh bien ça montre très bien, je dirais, l'orientation que pense le gouvernement, qui a été dénoncé d'ailleurs par la Commission des droits de l'homme. Un gouvernement autoritaire. Hein? Autoritaire. Oui. La Commission des droits de l'homme de l'ONU vient effectivement de sommer la France de renoncer à ce projet qui est liberticide. Et ça, c'est important. La France qui se prétend patrie des droits de l'homme est en train de préparer, je dirais, un forfait. Et ça, c'est grave. Alors, deuxième aspect de cette manifestation, c'est la commémoration de cette bataille de Vertières. Je vous posais la question, les Guadeloupéens ne savent pas ce qui s'est passé en Haïti à cette époque. Ils ne savent pas, mais encore plus les 60 millions de Français ne savent pas. Oui. Parce que les politiques français et donc l'historiographie française fait un silence total, sur cette bataille total. Vertières n'existe pas. Oui. Waterloo existe, mais pas Vertières. Waterloo n'existe pas Vertières. Et c'est extraordinaire parce que c'est la première fois qu'une armée, je dirais, on dit de coloniser, mais en fait c'est des indigènes, on va dire, à l'époque, entre guillemets. Finalement, une armée. Une armée régulière, avec canons, fusils, artillerie, chevalerie, etc. Bat l'armée française. L'armée française de Napoléon qui était l'une des plus puissantes du monde. Tout à fait, à l'époque. Alors lorsque dans l'histoire contemporaine, on présente la bataille de Dien Bien Phu comme étant la première victoire de colonisés, d'indigènes, c'était donc des colonisés, face à une armée, une puissance coloniale occidentale, nous disons non. 150 ans avant, dès 1803, des milliers donc, de soldats haïtiens ont battu des milliers de soldats français. C'est ça la vérité. Et les chiffres sont éloquents. 70 000 soldats envoyés par Napoléon, d'abord effectivement par Leclerc, qui est mort effectivement en octobre 1802, et ensuite dirigé par Rochambeau. 70 000 soldats français, dont 57 000 vont trouver la mort. Pendant cette bataille, pendant ces batailles. Ces batailles, il y a eu plusieurs batailles. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, puisque finalement cette bataille de Vertières est le point d'orgue qui va finalement être le prélude à l'indépendance de la première nation noire du monde. Alors, ça, nous avons le devoir d'en parler. Alors, il faut dire quand même que cette bataille de Vertières, cette défaite de l'armée française se fait après 1802 en Guadeloupe. Absolument. Alors, ce qui est important en 1802, c'est effectivement mai 1802 avec la mort d'Ignace 25 à Bainbridge et celle donc d'Elgrès 28 à Matouba. Et ce qui est extraordinaire, bien qu'il n'existait pas de connexion, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de radio, etc., direct entre ces pays, il y avait quand même des bateaux qui circulaient. Et c'est comme ça que Pétion et les Salines ont été informés de cela. C'est pourquoi dès le mois d'octobre 1802, Pétion, informé du rétablissement de l'esclavage depuis le mois de juillet 1802 par lui, je pense, ce fameux arrêté qu'il a pris, il dit attention, ce qui s'est passé en Guadeloupe risque de se passer en Haïti. D'où le lancement de la révolte générale en Haïti par Pétion. Et il faut noter également que Jean-Jacques Dessalines, qui est quand même le général en chef, qui était victorieux de Rochambeau, eh bien, il a rendu hommage à Delgrès. Il a envoyé un message posthume. Tout à fait. Ah oui, c'est très important. Dans l'ouvrage de la Serre, on en parle. De la Cour, on en parle déjà. On en parle. Ce qui est extraordinaire, c'est-à-dire que quand même, nous avons des histoires croisées. Il faut parler de Rochambeau. Ce Rochambeau, c'était pas seulement un militaire, c'était aussi, je dirais, un tortionnaire. Parce que Rochambeau... c'est lui qui utilisait des chiens aussi. Il a fait venir de Cuba des chiens qu'on appelle les Cuban Mastiffs, spécialement dressés pour dévorer les nègres. Il a gazé dans les cales de ses bateaux, donc bien avant Hitler, des résistants haïtiens. Il les a torturés, il les a fusillés. Des gens qui étaient innocents. Donc c'est pour vous dire quand même que c'est quelque chose d'important. Et que nous avons forcément, nous, à être fiers, parce que nous sommes également issus de ces hommes et de ces femmes, fiers du fait que des hommes et des femmes qui avaient été réduits en esclavage aient pu vaincre l'une des plus grandes puissances militaires du monde. Alors, il faut dire aussi quand même, Luc, que
après 1802, il y a un certain nombre de Guadeloupéens qui quittent la Guadeloupe et qui vont se battre aussi en Haïti. Ils vont se battre et qui vont finalement faire souche en Haïti. Donc il y a des Haïtiens d'origine guadeloupéenne. Parce qu'on a des frères et des sœurs, des grands-parents haïtiens, ce qui peut expliquer que les Guadeloupéens et les Haïtiens, nous sommes même famille-là. Hein. Alors il faut quand même préciser, parce qu'il faut donner l'information, nous maintenons la manifestation demain, mais le conseil départemental à qui on a demandé l'autorisation d'apposer effectivement cette fresque. Une fresque, il y aura une fresque. Hein. Il y aura une fresque. Ah oui, il y a une fresque. Hein, donc, en gros, c'est un petit peu cela. D'accord. Une grande fresque de 2,50 m de long sur 1 m de long. Eh bien, nous avons fait la demande pour que, tout à fait, entre guillemets, légalement, nous puissions imposer sur le mur du collège de Kermadec, où déjà figure une fresque géante de 11 mètres carrés, 1067. Et je rappelle qu'à l'époque, quand même, M. Jacques Gillot, on dit ce qu'on en veut, mais par ailleurs, il a su être guadeloupéen parce que lorsque le préfet de l'époque l'a appelé pour dire que donner l'autorisation d'apposer cette fresque-là serait une offense à la France, il a dit, monsieur le préfet, c'est l'histoire de la Guadeloupe, point. Oui. Et pour montrer effectivement son adhésion, le jour de l'inauguration de cette fresque, le 27 mai 2007, c'était pour le 40e anniversaire, M. Jacques Gillot était présent. Il était présent physiquement, effectivement, on se souvient. Oui. Voilà. Et là, il n'y aura pas de représentant du Conseil général demain. Mais écoutez, ils peuvent venir, ils sont invités. Mais en fait, ils ne prendront pas la parole, c'est ça? Moi, mais comment on explique ça? Je n'ai aucune explication, personnellement. Oui. Je fais juste le constat, je n'ai pas d'explication. Oui. Je peux vous dire quand même que la fresque sera posée à proximité de la fresque qui existe aujourd'hui. La manifestation se fera. Et les Guadeloupéens comprendront un peu ce qui s'est passé. Oui, et puis je pense que cette lettre de conseil départemental va marquer l'histoire, parce que lorsqu'on parlera de cette fresque, on parlera forcément de ce refus qu'auront à justifier les responsables du conseil départemental. C'est dommage. Alors c'est quand même curieux. C'est dommage, d'autant plus que nous sommes en novembre. Oui. Et dans ce même mois de novembre, le 29 novembre, nous allons célébrer la pendaison donc, de Solitude, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais non, j'allais dire justement qu'en France, ils ont inauguré récemment un espace Solitude, un jardin. Tout à fait. Je dis, mais en Guadeloupe, on ne peut pas faire. Voilà. Ça... Donc, je ne ferai pas de commentaires. Oui. Chacun jugera. Oui. Voilà. En tout cas, nous maintenons cette manifestation, nous invitons les Guadeloupéens à venir parce que c'est un moment fort de l'histoire. L'histoire d'Haïti, l'histoire de la Caraïbe et l'histoire du monde nous concerne parce que tout est lié. Alors, il faut rappeler quand même qu'il y a plusieurs organisations. Hein, oui, c'est important. Alors, en dehors du CIPN, il y a bien sûr le MIR, Guadeloupe. Alors, CIPN, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Comité international des peuples noirs. Oui. Hein? C'est également le MIR Guadeloupe. Il y a également Tête Collée, et également comme organisation politique, le FKNG, Force pour construire la nation Guadeloupe. D'accord. Donc, 4 organisations qui seront présentes demain soir pour enfin, on va de l'inauguration de cette fresque et puis ce moment historique important, à la fois pour Charles-Henri Salin et aussi pour les Haïtiens. Mais il faut dire que c'est qu'une première, c'est-à-dire que nous avons pris la décision chaque année de célébrer Charles-Henri Salin. Oui. J'espère que l'an prochain, il y aura un bus ou quelque chose. Il faudra un bus de Salin. Hein? Et également, chaque année, on sera également présent pour commémorer Vertière. Que les Français, enfin, apprennent leur histoire et aussi la digèrent, n'est-ce pas? Oui, justement, la digestion est difficile. Hein? On nous dit nous sommes des assimilés, mais ils ont du mal à digérer l'histoire, même l'histoire coloniale française. En tout cas, merci de connaître. Rendez-vous donc est pris pour demain à partir de 18h. 18h, donc à la Darse à Pointe-à-Pitre pour cette double manifestation. Voilà, il est pratiquement l'heure de terminer ce ZCL News. Je rappelle donc que nous avons reçu un début de journal Sylvie Chamourouano, qui est conseillère municipale de Bimao, vice-présidente de Cap Excellence en charge du numérique et de nouvelles technologies. Elle nous a expliqué sa position en tant que opposition à la mairie, au maire en place. Ensuite, Pierre Chadru, artiste guadeloupéen, artiste peintre guadeloupéen, qui lui aussi inaugure une exposition demain soir à l'Awawak. Et puis, avec Luc Renette, on a parlé de cette manifestation, double manifestation pour Charles-Henri Salin et aussi pour les Haïtiens, la bataille de Vertière. Voilà, il est pratiquement 13h54. On vous remercie de votre attention. On vous retrouve demain. La réalisation était assurée par Zébris et par Jordan. Demain, même heure, 12h30, en direct du ZCL. Salut, bon appétit. Si vous n'avez pas mangé, comme on dit tous les jours.